Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous présenter un nouveau véhicule. Mais avant ça, s'il vous plaît, on like, on partage, on s'abonne. Et là, vous allez me dire, mais je suis complètement fou, ce n'est pas un nouveau véhicule qu'on vous présente puisque ce Qashqai en plus rouge Fuji, on vous l'a déjà présenté il y a quelques mois. Oui, mais c'était l'ancienne génération du e-Power. Là, est arrivée la toute nouvelle génération e-Power. Alors on va quand même vous la présenter. Ce qui sera intéressant, c'est que dans cette vidéo, on va pas faire deux parties. Il n'y aura pas une partie présentation et une deuxième partie débriefing. On va tout faire dans cette même vidéo. Donc la partie présentation sera extrêmement rapide. On va juste rappeler quelques chiffres, aussi bien sur les tarifs que sur les performances techniques du moteur, du générateur, donc moteur électrique plus générateur, hein, on le précise, on est sur une technologie e-Power qu'on va détailler juste après. Voilà, donc ce sera vraiment très rapide pour la présentation et on fera en même temps dans cette vidéo le débriefing où je vais vous donner mon ressenti sur les 700 km que j'ai pu effectuer avec cette nouvelle génération e-Power du Qashqai, de manière à ce que vous puissiez tout simplement vous diriger soit sur de l'hybride, soit sur cette version e-Power. Alors je dis hybride et version e-Power. Vous allez me dire c'est presque pareil puisque dans la catégorie chez Nissan, il est considéré comme les hybrides. Oui, mais voilà, le Qashqai, et on vous l'a montré au mois de juin, existe également avec une motorisation hybride classique, mild hybride si vous voulez. Et forcément, là, la technologie e-Power, moi, je préfère. Je pense pour moi, à mon sens, hormis pour réduire le prix du Qashqai, presque, j'ai envie de vous dire, la version hybride, elle a pour moi presque aucun intérêt. Mais ça reste mon avis perso. Chez Nissan, visiblement, elle doit avoir un intérêt. Il y a quelques parts de marché probablement. Mais en tout cas, la technologie e-Power, c'est juste un truc de fou et on va vous le détailler. Donc, pour rappel, la technologie e-Power, c'est quoi? Eh bien, j'ouvre le capot. On va vous montrer directement. Alors, vous avez un générateur thermique qui développe 158 chevaux, 237 Nm de couple, donc c'était un générateur 3 cylindres. Il est là un peu comme un groupe électrogène finalement. Ce qui entraîne le véhicule, ce qui fait fonctionner le véhicule, c'est bien le moteur électrique qui lui développe 190 chevaux en mode éco, en mode normal, et va jusqu'à 204 chevaux en mode sport. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Pour le couple développé, c'est 311 Nm de couple en version normale et j'ai envie de vous dire éco, et c'est 330 Nm de couple disponibles sur le mode sport. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Mais effectivement, quand on ouvre le capot, on a quand même l'impression d'avoir presque un véhicule avec un moteur thermique classique. Or non, en fait, ce générateur thermique sert vraiment uniquement de groupe électrogène. Il est là uniquement pour alimenter et charger la batterie de ce Qashqai. Et c'est ce qui fait en fait toute sa force, puisque du coup, on a tout simplement l'avantage d'un véhicule électrique, c'est-à-dire une réponse assez immédiate, assez instantanée. On a également l'avantage de rouler de manière très régulière dans un silence le plus absolu, et en même temps, on n'a pas la contrainte de devoir se recharger, de devoir trouver des bornes, de devoir... voilà, ça, je sais que ça peut être là une contrainte pour certaines personnes. Or là, avec un plein de carburant, vous allez pouvoir faire plus de 1200 km avec ce Qashqai, puisque Nissan nous annonce de 4,4 litres à 4,6 litres de consommation moyenne, cycle mixte WLTP. Donc forcément, là, on a tous les avantages de l'électrique, tous les avantages presque du thermique, j'ai envie de vous dire. C'est presque le meilleur des deux mondes. Et pour le meilleur des deux mondes, combien il faut débourser? C'est très simple. La gamme Nissan Qashqai est à partir de 32 700 €. Alors je précise qu'en ce moment, vous avez plus de 3000 et quelques euros d'avantages clients. Donc en fait, la gamme Qashqai démarre même en dessous des 30 000 € actuellement. Voilà, donc allez vous renseigner, ça peut valoir le coup. Nous, le modèle que l'on a ici, donc je vous l'ai dit, Qashqai e-Power N-Connecta. On est à 39 800 € pour la version N-Connecta. Nous, on a la peinture rouge Biton Fuji, donc c'est un peu plus de 1000 et quelques euros d'options. Et on a également le pack hiver avec siège chauffant, volant chauffant et pare-brise chauffant. Donc ça, il faut débourser un peu plus de 500 € pour ce pack option. Ce qui nous fait un véhicule à 41 000, un peu plus de 41 000 € pour la version que nous avons ici à vous présenter. Rapidement, et on continue la présentation, on est sur l'arrière. Pourquoi? C'est très volontaire, parce que
je vous en ai parlé pendant les stories de la semaine, on a cette signature lumineuse assez caractéristique de la version hybride et finalement des autres versions de chez Nissan. Et ben en fait, cette signature lumineuse, vous allez la voir jusqu'à la version N-Design. Sur la version N-Design, vous allez avoir une signature ici lumineuse qui sera totalement différente. Moi, très honnêtement, je préfère la signature lumineuse de la version N-Design. Allez voir sur la vidéo qu'on avait fait au mois de mars ou avril, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous préférez cette signature lumineuse ou la signature lumineuse que l'on a à partir de la finition N-Design. Autre petite particularité de la finition Connecta, et d'ailleurs finalement c'est la dernière finition à proposer ça, ce sont les pare-chocs, le bas de pare-choc en tout cas, qui sont en plastique dur, plastique brut. Sur la finition N-Design et les autres finitions, vous aurez ces parties qui seront peintes couleur carrosserie, au même titre, et on va vous les montrer, que les arches de roue que vous pouvez retrouver ici, qui sont un peu en plastique, tout simplement, au même titre que le bas des bas de caisse. Bref, vous l'aurez compris, il y a quand même pas mal de choses qui diffèrent selon les finitions, selon les versions que vous allez prendre sur ce Qashqai. Voilà. Mais en tout cas, vous le savez, en ce moment, en dessous de 30 000 € pour s'offrir ce SUV qui, moi, je vous l'avoue, m'a quand même pas mal convaincu. En tout cas, la technologie e-Power m'a pas mal convaincu. On va revenir sur le coffre. Pourquoi? Parce que on est sur un SUV à caractère familial et donc on se doit en tout cas d'avoir de la capacité de chargement dans le coffre. Donc on va vous montrer, on va vous dévoiler les chiffres de capacité de chargement. Et le coffre du Qashqai, c'est quand même 455 litres de capacité de chargement. Alors, petite particularité, vous l'aurez vu, pas de haillons électrique sur la version N-Connecta. J'ai volontairement mis la planche en fait du double fond ici. Pourquoi? Parce que on a deux chiffres qui nous sont donnés, 455 litres et un peu plus de 500 litres de capacité de chargement. Donc pour moi, à mon sens, on a 455 litres dans cette configuration-là. Et si on met les planches au fond, totalement au fond, voilà, vous le voyez, on a quand même plus de capacité et donc on passe à plus de 500 litres de chargement. Moi, la seule chose qui me dérange dans ce Qashqai, en tout cas dans le coffre, c'est que j'aurais aimé avoir en fait vraiment quelque chose de totalement rectangulaire. Là, ce qui me dérange pour les chargements de valises, de sacs et autres, c'est qu'on a cette partie-là. On va vous montrer, je ne sais pas si on peut avancer un peu, mais voilà, cette partie-là, ça nous dérange. Ça nous dérange parce que forcément, ça rend le coffre un peu plus exigu. Et alors, on gagnerait en volume, forcément, mais on gagnerait surtout en praticité sur le chargement du coffre de ce Qashqai. Et autre chose, je vais en jeter ma fiche tellement que ça, par contre, ça me pose problème, c'est ça. Alors ça, chez Nissan, les gars, sans déconner, c'est pas du tout qualitatif. Ça tient pas très bien dans les petits supports. Honnêtement, mettez-nous un rideau, enlevez-le, je sais pas, mais voilà, on le voit, c'est quand même pas super, quoi, les gars. Vous êtes capable de faire des trucs super au niveau des moteurs, et vous nous mettez des trucs comme ça au niveau de la plage arrière, sans déconner. Franchement, non, quoi. Là, pour le coup, c'est... Non, je suis désolé, non. Allez, je vous montre l'intérieur parce que forcément, pas d'Alcantara, pas de surpiqûre. Version N-Connecta, on est un petit peu plus sobre quand même. Juste avant de s'installer, le point positif du Nissan Qashqai, c'est quand même ça. 85 degrés d'ouverture d'angle de portière. Et ça, pour le coup, quand on est père de famille, qu'on a besoin de venir installer les enfants sur le siège auto, je vous avoue que ça, c'est un vrai confort. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Voilà. Nissan, pour le coup, ils ont pensé aux familles, ils ont pensé aux enfants. Et ça, je les remercie. Parce que franchement, depuis que j'ai découvert ça, un angle d'ouverture comme ça de presque 90 degrés, sur toutes les vidéos, à chaque fois qu'on a des voitures qui ont des angles d'ouverture de portière comme ça, bref, peu importe, on les critique. On les critique parce que chez Nissan, ils ont réussi à faire quelque chose de fou pour les enfants et ça, c'est quand même un vrai confort. Allez, je vais aller m'installer et puis on va vous faire découvrir la sellerie. Voilà, c'est quand même bien pour s'installer. Bon, je m'assois. Alors, la banquette arrière est très confortable, pas de souci là-dessus. On a des belles petites poches aumônières. On a quand même du cuir ici, en partie latérale de la banquette. Un accoudoir central, double porte gobelet. Globalement, ça c'est plutôt pas mal. De la connectivité USB-C avec double prise ici, la gestion de la ventilation. Bon, on est quand même relativement bien installé à l'intérieur du Qashqai. C'est vrai que la banquette est
un poil dur à mon sens, voilà, mais ça c'est mon avis. Alors pour les jambes, même si on a un tunnel central, on se rend compte quand même qu'on a assez d'espace, hein. C'est quand même relativement large ici, donc on peut tenir facilement à 5. Nous on l'a fait ce week-end. Voilà, on a mis le petit au milieu, les deux grands de part et d'autre, vous le voyez, hein, j'empiète ni à droite ni à gauche, donc on est quand même relativement bien installé à l'intérieur du Qashqai, donc pour le coup, pas de souci, mais ça on vous l'avait déjà montré. Le panneau de porte, même si on est sur la version N-Connecta, on a quand même un peu plus de plastique ici, on le voit, hein, la partie basse, la partie centrale, c'est du plastique. En revanche, sur la partie du milieu ici, comme ça, eh ben, on a du cuir avec un petit peu de surpiqûre, donc ça c'est plutôt sympa quand même. Il y a un effort qui a été fait, même si on a une grosse partie qui est en plastique. Voilà, bon, globalement, sinon, on va pas se mentir, on est quand même bien installé. À l'intérieur du Qashqai, il y a quand même suffisamment de place. On est sur un SUV familial sans problème. Voilà, on n'est pas étriqué, quoi. Je passe à l'avant, on va vous montrer un petit peu parce que bah, là, c'est pareil. Pas d'Alcantara, pas de surpiqûre. Je m'installe donc. Voilà, donc globalement, pas de souci, hein, on a toujours la même place que l'on a dans tous les Qashqai finalement. Ce qui va changer, c'est vraiment l'harmonie à bord, hein, ce qu'on a à l'intérieur. Au niveau des dossiers, on a un bon maintien, hein, qui a été mis, voilà, même si effectivement les sièges sont un peu moins sympas que ce qu'on avait dans la version, dans la précédente version du e-Power, parce qu'on avait une finition qui était un peu plus haut de gamme aussi, il faut le dire. Mais voilà, siège tissu, rebord en cuir, on est sur un réglage de siège manuel, pas de pack électrique de ce côté-là. On a quand même de l'éclairage d'ambiance ici, hein, que vous pouvez voir avec de la bande LED ici. On en a sous les panneaux de porte avant, hein. On essaiera de vous faire une petite incrustation de nuit pour vous montrer. Cette petite baguette aluminium comme ça, très sympa. On garde cette commande de chauffage noir laqué qui était plutôt sympa, que j'aimais beaucoup. Forcément, écran central de plus de 12 pouces avec Google intégré et Android, hein, il fonctionne sous Android. Le combiné d'instruments également de plus de 12 pouces. Ça, on vous le montrera pendant le débriefing. On fera une petite incrustation vidéo en fonctionnement. Le volant, très sympa. On garde le même volant, hein, finalement. Moi, j'avais aimé le volant parce que je le trouve très fonctionnel avec la partie de la gestion des aides à la conduite à droite, la partie des médias à gauche. Voilà, avec ce combiné d'instruments que je trouve vraiment très bien parce que il est extrêmement lisible, il est clair, on a beaucoup d'informations, c'est assez facile à prendre en main. Même les alertes de survitesse et autres sont très très faciles à déconnecter. Donc là-dessus, pas de souci. Sur la console centrale, on garde aussi, hein, la sélection de vitesse noire laquée comme ça, c'est plutôt cool. Voilà, avec ce petit insert ici que moi je trouve plutôt sympa. Donc globalement, on est quand même, voilà, il y a pas énormément de choses qui vont différer, si ce n'est vraiment de la finition, des matériaux un peu plus nobles, un peu plus sympas, voilà. Mais globalement, sinon, sur le N-Connecta, on a quand même tous les équipements nécessaires, hormis les phares Matrix LED qui ne sont pas disponibles sur le N-Connecta et qui sont disponibles à partir de la version N-Design. Mais sinon, voilà, vous avez Apple CarPlay, Android Auto, vous avez Google intégré, je vous l'ai dit. Il y a la caméra 360 qu'on va vous montrer parce qu'elle est extrêmement qualitative. Alors forcément, là, on a les portières qui sont ouvertes, donc globalement, c'est un peu plus compliqué de vous le montrer. Mais sinon, vous le voyez, on a quand même une belle caméra, donc on peut sélectionner directement ce que l'on souhaite au niveau des vues. La caméra est très qualitative. On a la fonction du parc assist, hein, donc il se stationne tout seul. Ça, on vous l'avait montré déjà sur la précédente version. Donc globalement, je trouve que c'est le niveau d'équipement minimum requis sur le Qashqai. Donc voilà, la version N-Connecta, pour moi, c'est vraiment la version à privilégier, en tout cas, si vous voulez avoir la caméra 360, si vous voulez avoir des petites choses sympas comme ça. C'est à mon sens quelque chose d'assez utile. Avant de terminer, je reviens sur le coffre. Pourquoi? Parce que on a un de nos abonnés qui nous a fait une remarque très pertinente. On l'a montré sur certains véhicules, pas sur tous. Là, je pense que ça peut être utile de vous le montrer sur le Qashqai. Pourquoi? Parce que, eh ben, tout simplement, lorsque vous avez la configuration la plus haute de chargement du coffre, hein, avec les deux planches, eh ben, on a un plancher quasiment plat à l'intérieur du Qashqai. On va baisser la caméra pour vous montrer. Alors ma bouteille d'eau forcément va vous gêner, hein, probablement. Mais voilà, globalement, si vous regardez, on a quand même un plancher qui est relativement plat. Donc pour les déménagements, pour les chargements d'objets sensibles et qu'on a besoin d'être quasiment plat, eh ben c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Il s'y prête très bien. Voilà, merci à cet abonné de nous avoir fait cette remarque. C'est grâce à lui que maintenant on va penser, ou en tout cas on va essayer d'y penser, et on vous mettra vraiment une image où vous avez la vision complète
des sièges baissés de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça représente en possibilité. Allez, je ferme le coffre. Bon, maintenant qu'on vous a fait une rapide présentation de cette version N-Connecta et de la nouvelle motorisation e-Power qui équipe ce Qashqai, je vous propose qu'on mette les caméras à l'intérieur de la voiture. On va aller faire un petit tour ensemble. Je vais vous donner un petit peu mon ressenti, mon débriefing sur finalement, est-ce que le moteur est plus silencieux? Est-ce qu'il consomme moins? Est-ce que c'est plus facile de consommer moins ou pas? Écoutez, c'est parti. On pose les caméras à l'intérieur et puis on y va. Je vous dis tout ou presque. Je vous emmène donc faire un tour du Nissan Qashqai. On va débriefer très rapidement de la semaine d'utilisation. Alors, un peu moins d'une semaine même, puisque je l'ai récupéré mercredi après-midi et je le rends lundi matin. Finalement, on sera sur un petit peu moins d'une semaine. Néanmoins, on a quand même pu faire aller au bas mot 750 km avec. Donc, par rapport à l'ancienne génération du e-Power, je vais quand même pouvoir vous donner mon ressenti. Alors déjà, en termes de confort, mais ça, c'est pas lié au e-Power, bien entendu. En termes de confort, je l'ai trouvé plus confortable que celui qu'on avait essayé précédemment. En même temps, sur celui-ci, on a des pneus qui sont beaucoup plus gros. On a des pneus en 55 et on a des jantes en 18. Ce qui n'était pas le cas sur la version N-Design que nous avions utilisée. Là, on a la version N-Connecta. Donc, ça joue forcément sur le confort du véhicule d'avoir des pneus un peu plus épais et des jantes un peu plus petites. Voilà. Sinon, hormis ça, le comportement routier reste identique. Il est tout aussi sécuritaire, bien qu'il soit du coup un peu plus confortable, donc forcément plus agréable à rouler au quotidien. Ça, c'est indéniable. On a un véhicule qui prend pas trop de roulis, même si on a une conduite un petit peu dynamique. Globalement, on a une excellente tenue de route, donc ça c'est bien et ça se maintient et ça s'améliore forcément avec le temps. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse vraiment, le cœur du changement, c'est cette nouvelle génération de e-Power qui a été améliorée, qui a été un peu revue. Et je dois dire que j'ai été assez surpris parce qu'effectivement, on sent tout de suite une différence. On sent une différence sur la consommation et sur l'agrément de conduite. Pourquoi? Parce que le générateur thermique qui sert à charger la batterie, il va se mettre en route beaucoup moins souvent, forcément, puisqu'on va consommer beaucoup moins d'énergie. Donc, lui, il va avoir tendance à moins avoir besoin de démarrer pour charger la batterie. Donc, ça, c'est une première chose. Et en plus de ça, il est plus silencieux. On l'entend beaucoup moins lorsqu'il démarre et lorsque, du coup, on a cette sensation d'avoir le moteur thermique en plus qui est démarré. Donc ça, c'est un excellent point parce que Nissan communique énormément là-dessus en disant qu'on a les avantages de rouler dans une voiture silencieuse, mais sans avoir les contraintes puisque on n'a pas besoin de se charger, on a une belle autonomie, etc., etc. Donc, quand on a un générateur thermique qui démarre très régulièrement, on peut avoir, sur les phases électriques, le confort de l'électrique et le silence de l'électrique. Mais si le générateur thermique démarre souvent, on a forcément les désagréments liés au bruit, liés à tout ça. Donc, pas forcément cohérent. Or là, avec cette amélioration, le générateur thermique est beaucoup plus silencieux, donc ça c'est un très bon point. On l'entend beaucoup moins, donc c'est beaucoup plus agréable à rouler au quotidien. Et surtout, les phases où il démarre, alors quand vous êtes en agglomération à petite vitesse, etc., vous allez l'entendre et vous allez le sentir. En revanche, et c'est là où il y a une vraie amélioration. Dès que vous êtes sur de la nationale, de la départementale et alors de l'autoroute, je vous en parle même pas. Mais quand vous êtes sur ces grandes routes-là, ces grands axes, vous allez quasiment pas sentir en fait quand il va démarrer. Et c'est ça qui est assez fou. La seule chose qui va vous alerter, c'est si vous mettez au niveau du combiné d'instruments la gestion d'alimentation pour voir les flux d'énergie ou que vous vous mettez avec l'affichage d'une consommation instantanée. Là, effectivement, vous allez pouvoir vous rendre compte que le générateur thermique est en route. Sinon, c'est quasiment imperceptible. Et c'est là où Nissan a été très fort. Parce que forcément, là, on peut dire que oui, on a les avantages de l'électrique, à savoir une voiture qui est très souple, très réactive, agréable à rouler et en même temps silencieuse, mais sans avoir les contraintes liées à l'électrique, à savoir avoir besoin de se recharger, trouver des bornes, etc., etc.
l'autonomie qui peut fluctuer en fonction des températures, en fonction de l'utilisation, là où effectivement le thermique aussi va fluctuer, mais dans une moindre mesure. Donc ça, c'est forcément un très bon point de la part de Nissan et une belle amélioration. Autre amélioration, c'est la gestion de la batterie. Avant, il avait tendance à démarrer assez facilement, alors déjà lié aux températures. Là, on a eu des températures froides et pour autant, le générateur thermique ne démarre pas aussi souvent que ce qui avait été le cas lorsqu'on l'avait eu en mars, je crois. Donc, on avait eu également des températures un peu froides et c'est ce que j'avais reproché, c'était que même si la batterie était pleine, il avait tendance à démarrer pour maintenir le moteur thermique à une température à peu près correcte. Or là, je constate que même avec 5-6 degrés à l'extérieur, eh ben, il démarre pas aussi souvent et il laisse quand même beaucoup plus d'autonomie à la gestion de la batterie et il va avoir tendance à démarrer quand vraiment il sent qu'on va avoir une demande d'énergie importante et donc on va puiser dans la batterie ou alors que la batterie commence à descendre entre un quart et la moitié. Là, il va démarrer pour voir est-ce qu'on a besoin d'énergie, est-ce qu'on n'en a pas besoin. S'il constate qu'on est dans un bouchon, s'il constate qu'on n'a pas besoin d'énergie, il va se couper. S'il constate qu'effectivement on est en circulation et qu'on a besoin d'énergie, bon bah là, il va rester démarré de manière à nous charger. Et après, dès qu'il sent que globalement l'équilibre se fait entre la consommation et la production, bam, il se coupe. Donc sur ça, il y a eu pour moi un vrai changement, une vraie amélioration. Donc ça se ressent dans l'utilisation, ça se ressent dans le comportement, mais ça se ressent forcément à la consommation. Nissan nous annonce entre 4,4 litres 4 litres 6 de moyenne en cycle mixte WLTP. Nous, sur les trajets qu'on a pu faire, on a fait des trajets en dessous de 4 litres. Hein. On a fait des trajets à 4 litres 2. Bref, on était assez facilement sous ce qui est annoncé par Nissan. Donc pour le coup, c'est vraiment très fort. De manière quotidienne, hein, quasiment, on est tout le temps dans ce qu'annonce Nissan. Et si on fait des grands trajets, on s'aperçoit qu'il a tendance encore à moins consommer puisque la régule se fait beaucoup mieux. Et donc, par rapport à ça, on a une fluctuation du carburant qui est beaucoup plus stable et donc une consommation qui est plus stable aussi. Donc, dès que vous allez faire un peu de grande route, là, vous allez encore moins consommer. C'est là où moi, j'ai vu aussi cette belle amélioration. Après, sans forcément jouer le jeu, parce que j'ai voulu juste voir l'amélioration du comportement, mais sans forcément jouer le jeu du freinage régénératif, parce qu'on peut le mettre en engine brake pour avoir un peu plus de freinage régénératif, sans forcément jouer le jeu des différents modes de conduite entre le mode éco et le mode normal. Sur les presque 700 km qu'on a fait, on est à 4,8 litres de consommation moyenne. 4,8 litres. Voilà. Donc on est un poil au-dessus de ce qui est annoncé par Nissan en cycle mixte. Mais très honnêtement, si j'avais pris un cycle mixte WLTP de 100 km en faisant 33, je vous assure que j'étais même en dessous de ce qu'annonce Nissan, puisque sur les trajets quotidiens, j'ai réussi à le faire. Sur d'autres trajets, j'ai réussi à le faire. Voilà. Après, sur l'ensemble de mes 660 km, il y a des moments où j'ai un peu moins fait attention, il y a des moments où j'étais un peu plus pressé, etc. Donc, comme il est assez sensible par rapport à ça, et ben forcément, voilà. Mais bon, 4,8 litres, très honnêtement, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide que l'ancienne génération du e-Power. Et d'ailleurs, je vais réitérer ce que j'ai dit sur le précédent essai du Qashqai. Je ne comprends pas Nissan. Quand on voit cette technologie, quand on voit les avantages de cette technologie, quand on voit l'efficience de cette technologie, pourquoi aller s'embêter, vraiment, à aller utiliser des moteurs hybrides d'une marque française, alors que c'est une marque japonaise qui a une vraie technologie, qui a quelque chose de très pertinent, de performant. Pourquoi ? Mais pourquoi ? J'ai essayé de poser la question lors de l'essai-presse de la Micra. On m'a pas vraiment répondu à ce sujet. Mais je me pose quand même la question. Et d'ailleurs, pardonnez du peu, mais l'échange se fait dans un sens. C'est-à-dire que Nissan récupère
certaines pièces communes avec Renault, notamment sur la Micra, notamment sur le Juke avec la motorisation hybride. La motorisation hybride qu'il y a sur le Qashqai, c'est de la motorisation Renault. D'autres marques de l'alliance du groupe, Renault, Nissan, Mitsubishi. Je ne comprends pas pourquoi, dans ce cas-là, les autres marques du groupe, Renault, Mitsubishi, au lieu d'aller utiliser ce moteur hybride qui, on le sait, sur les anciennes générations comporte quelques problèmes, les retours sont pas tous unanimes, pourquoi ne pas démocratiser à l'ensemble des marques du groupe cette technologie e-Power? Alors, je peux entendre que sur les véhicules de petit gabarit, ça serait pas forcément utile, encore que ça reste à voir. Mais sur des gros véhicules, comme Outlander, comme Eclipse Cross, comme le Scénic, comme ce que vous voulez en fait, le Rafale, bref, tous les véhicules de même segment, de même catégorie que le Qashqai, l'X-Trail, etc. Pourquoi cette technologie e-Power n'est pas disponible dans plus de véhicules? Vraiment, je me pose la question. Il y a une vraie technologie là, ça c'est clair. Il y a quelque chose qui est maîtrisé, il y a quelque chose qui est efficace, qui est agréable. Pourquoi? Si vous avez des réponses, dites-le nous en commentaire. Franchement, je suis curieux. Pareil, la caméra 360 qui équipe le Qashqai est de très bonne qualité. On vous l'a montré juste avant, elle est quand même de très bonne qualité. On voit bien, on a plusieurs possibilités, etc., etc. Pourquoi? On a essayé d'autres véhicules du groupe. Pourquoi ne sont-ils pas équipés de la même qualité de caméra? Pourquoi, sur les autres véhicules du groupe, les caméras sont aussi merdiques? Alors que dans le Qashqai, la caméra est maîtrisée, elle est de bonne qualité, elle est efficace, elle est top. Pourquoi? Pourquoi, quand il y a quelque chose qui fonctionne, pourquoi ce n'est pas généralisé à l'ensemble du groupe? Juste, dites-le moi, vraiment. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'effectivement, rouler avec une technologie telle que le e-Power, c'est vraiment avoir le meilleur des deux mondes. On a de l'autonomie, 1200 km annoncé par Nissan, d'autonomie avec un plein, une consommation qui est réduite, pas vraiment de bruit de moteur thermique ou en tout cas de désagrément de moteur thermique sur des montées en régime, etc. On a la réactivité de l'électrique, on a beaucoup moins de latence que ce qu'on peut avoir avec un moteur thermique. Là, sur l'électrique, on le voit, c'est quand même beaucoup plus réactif, on a plus de puissance tout de suite, etc. Et en plus de ça, on a quand même 190 chevaux avec ce moteur électrique, 204 chevaux en mode sport. Donc, on a quelque chose de suffisamment puissant pour se faire plaisir sans aucun problème. Donc, on a vraiment l'avantage des deux mondes. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment, mais vraiment du mal à comprendre. Et qu'on ne vienne pas me dire que parce que c'est peut-être pour des questions de coût, la technologie vaut plus cher, etc., etc. À la limite, j'aurais pu l'entendre au début. Mais maintenant, la technologie, elle est approuvée, elle est utilisée depuis un certain moment maintenant. Et en plus de ça, les offres commerciales sur le Qashqai, en ce moment, le Qashqai démarre sous les 30 000 euros. Donc, ça veut dire que même à la concurrence, pour un véhicule du même gabarit, du même style, vous avez des prix qui sont beaucoup plus onéreux. Et d'ailleurs, même au sein du groupe, des véhicules de gabarit similaire, voire même un poil plus petit, vous allez les payer plus cher, avec une technologie qui ne sera pas celle du e-Power. Donc pourquoi? En tout cas, une chose est sûre. Moi, ce Qashqai, c'est vraiment un produit qui fait partie de mon top 5 des véhicules que j'ai pu essayer depuis le début de l'année. J'aime le comportement routier, j'aime la technologie embarquée, c'est efficace, fonctionnel, on a vraiment tout ce dont on a besoin. L'habitabilité est très bonne.
Le point négatif, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment au niveau du coffre, hein, finalement ce seuil de chargement qui est un peu problématique parce qu'on a cette bande au fond du coffre qui nous fait un peu défaut et donc on a un coffre un peu exigu par rapport à ça. Mais bon, hormis ça, voilà. Et ensuite, voilà, faible consommation, moteur agréable, de la puissance, etc. Donc pour le coup, et puis le prix est très intéressant, même avec des finitions et des niveaux de finition supérieurs où on va monter en prix. Mais même si on monte en prix, si on regarde par rapport à la concurrence, même au sein du groupe, vous allez avoir des véhicules qui seront moins bien équipés, qui n'auront pas la même technologie et que vous allez payer le même prix ou peut-être plus cher. Donc pour le coup, il coche quand même pas mal de cases, ce Qashqai. Et d'ailleurs, preuve en est, on en voit quand même beaucoup sur la route circuler. Donc c'est que ça fonctionne. C'est pourquoi, moi, je vous le dis, c'est quand même un produit que j'ai particulièrement apprécié et qui mérite d'être découvert pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez un véhicule familial, voilà, vous pouvez assez facilement et les yeux fermés aller en concession, essayer le Qashqai en version e-Power. Vous ne serez pas déçus, ça c'est certain. Maintenant, on ne va pas se mentir, si vous décidez d'aller en concess, on est quand même, moi à mon sens, hein, pour moi il faut au minimum la caméra 360, il faut au minimum ce genre de choses. Donc on est probablement sur la version N-Connecta, c'est-à-dire celle que nous avons à l'essai. C'est à mon avis le bon compromis. Parce que les versions inférieures ou alors même la version avec le moteur hybride, bon, moi, j'ai pas été convaincu forcément par cette version. Je l'ai bien aimé parce que c'était sympa, mais c'est pas la version du Qashqai qui m'a le plus convaincu. Voilà, on avait un peu moins d'options, forcément, hein, mais le prix était extrêmement attractif, mais on avait un peu moins d'options, on n'avait pas le e-Power et tout. Donc voilà. Maintenant, avec le e-Power, avec des options, la version N-Connecta, c'est à mon sens pour moi un bon compromis. Maintenant, nous, on va vous laisser, hein, on va profiter un petit peu encore de ce Qashqai et je vous le dis, vraiment pour moi une belle amélioration et une vraie évolution du e-Power. Donc, est-ce que ça a un intérêt? Oui, ça a un intérêt. Maintenant, j'imagine que les premières générations de e-Power en occasion vont se négocier à des tarifs qui seront très intéressants, même avec des faibles kilométrages. Est-ce que ça vaut toujours le coup? Oui, bien entendu. Même si, effectivement, si vous voulez gagner en efficience, gagner en confort de conduite, bon bah la nouvelle génération du e-Power, il y a quand même un step qui a été fait, il y a quand même une vraie évolution. Voilà, on sent que Nissan a quand même travaillé son sujet. Sur ces bonnes paroles, on vous laisse. On n'hésite pas, on s'abonne, on like, on partage. Nous, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, on se retrouve très rapidement, bien entendu. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.